Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, je suis le directeur général de ZAC, entreprise qui lutte contre le gaspillage électronique en garantissant une seconde vie à tous les produits électroniques. Et je suis très heureux et fier aujourd'hui d'animer les tables rondes relatives à l'économie circulaire. Un grand merci à l'Institut Open Diplomacy pour cette invitation et surtout un grand bravo d'avoir su s'adapter et réagir dans le contexte très complexe de la crise sanitaire pour organiser, quoi qu'il arrive, ces rencontres du développement durable. Le premier thème que nous allons traiter pour ce débat est celui-ci, recycler l'économie, repensons nos systèmes agricoles. Avant d'avoir le plaisir d'introduire nos intervenants, qu'ils soient en présentiel ou à distance, je vais me permettre une petite présentation de sujet qui a été coécrit avec l'Institut. L'agriculture aujourd'hui coûte autant que l'industrie à notre budget carbone. Ces émissions de gaz à effet de serre, principalement dues à la consommation d'énergie, mais aussi à l'exploitation des sols, à la fermentation et à la gestion des déjections, représentent jusqu'à 10% du CO2 que nous émettons. Son impact, pour donner un ordre d'idée à nos auditeurs, équivaut à la consommation d'énergie du secteur résidentiel. Alors pour réaliser notre transition écologique, comment activer ce levier incroyable? Comment voir les choses positivement et moins le côté bilan que le côté levier? Ce faisant, comment cultiver nos terres avec un même souci de justice sociale que de responsabilité environnementale? Pouvons-nous enfin imaginer un modèle agricole aussi soucieux de la planète que de la santé de nos consommateurs et de la vitalité de ses producteurs? Pour répondre à toutes ces questions riches, nous allons essayer d'être efficaces dans le temps qui nous est imparti. J'ai la joie et l'honneur d'accueillir Elisabeth Claverie de Saint-Martin, qui est en présentiel avec nous, directrice générale déléguée pour la recherche et la stratégie du CIRAD, qui est l'organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes. Est-ce que j'ai à peu près bien présenté le CIRAD? Tout à fait. Merci beaucoup. Nous avons la joie aussi d'avoir en présentiel Jean-Marc Callois, qui est délégué ministériel aux entreprises agroalimentaires, et à distance, par la joie du numérique, M. Arnaud Breuil, qui est directeur des partenariats et de la coopération du groupe UP, et enfin M. Xavier Holland, qui est professeur à Kedge Business School, puisque cette journée a le privilège d'être co-organisée par l'Institut Open Diplomacy et la grande école Kedge Business School. Alors du coup, pour commencer, comment expliquer, on va prendre une première question, comment expliquer l'apparente opposition entre agriculture et écologie? On voit bien que c'est des questions qui aujourd'hui font rage dans notre société, à l'instar du débat sur les néonicotinoïdes. Est-ce un faux débat en réalité lorsqu'on creuse la question, lorsqu'on est un expert de la question agricole? Ou bien vraiment est-ce un biais médiatique ou politique dans le traitement de la question? Peut-être, Madame Claverie, si vous voulez répondre à cette première question, et puis nous verrons effectivement ensuite comment nous pouvons rebondir les uns les autres. Merci. Bonjour à tous d'abord. C'est une vraie question et c'est une question assez compliquée. Donc je vais essayer de dire les choses simplement puis surtout de laisser de la matière pour le débat qui va nous occuper pendant l'heure et demie. Oui, l'agriculture moderne, mais l'agriculture occidentale, mais pas que, l'agriculture partout dans le monde, pose des questions, vous l'avez noté, en termes de durabilité, au moins sur 3 entrées. Le bilan carbone qui est connu, avec les questions, est-ce qu'on peut faire de la séquestration de carbone dans les sols? Vous savez que ça a été une des grandes pistes qui a accompagné la COP21. Mais aussi, on en parle beaucoup, la biodiversité, et 2 types de biodiversité, l'atteinte de l'agriculture à la biodiversité dite sauvage, dite naturelle, mais aussi comment l'agriculture va elle-même, par des processus de standardisation, réduire la biodiversité cultivée. La question des semences et des semences paysannes. Et enfin, on est aussi en plein dedans, les questions de santé. L'agriculture est ce qu'on appelle One Health, la santé, le lien entre santé humaine, santé animale, et santé des plantes et des écosystèmes. Et donc, oui, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un faux débat. Il y a des lignes de fracture qui font que, selon le type d'agriculture que l'on va privilégier ou vers lequel on va s'engager, les atteintes en termes de bilan carbone, de biodiversité ou de santé peuvent être plus ou moins importantes. Est-ce que, par exemple, Monsieur Callois, par rapport à cette question, vous que vous êtes délégué ministériel aux entreprises agroalimentaires, est-ce que vous ressentez cette tension tous les jours aussi dans le traitement de cette question? Est-ce que des choix ont déjà été un petit peu faits? Est-ce que vous pensez en fait qu'on peut réconcilier tous ces sujets ensemble, à la fois effectivement, comme disait Madame Claverie, le côté santé, le côté séquestration, préservation des sols? Est-ce que tout ça, selon vous, est à un moment donné compatible, ou est-ce que des arbitrages doivent être faits, comme dans n'importe quelle question finalement aujourd'hui, lorsqu'on traite
avec des systèmes agricoles? Alors, si vous le voulez bien, je ne vais pas répondre directement en tant que fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, mais déjà, alors j'ai un parcours un petit peu un peu particulier parce que je suis un des rares à avoir fait à la fois des études en écologie et en économie. D'accord. Donc je connais très bien un petit peu les visions du monde des deux côtés. Et alors pendant un certain temps, j'avais donné des cours dans un master développement durable qui s'appelait justement économie et écologie. Et pour être travaillé dans les deux disciplines, c'est assez frappant de voir les concepts communs en fait. Il y a beaucoup de concepts qui sont communs. Simplement, on ne traite pas les mêmes objets, on ne traite pas les mêmes échelles. Alors des tensions, c'est évident qu'il y en a. Et elles vont bien au-delà de la question économie versus écologie. Et comme vous l'avez dit, les questions écologiques sont extrêmement multiples. Et autant il peut y avoir des contradictions entre économie et écologie, il peut aussi y avoir beaucoup de contradictions internes aux objectifs environnementaux ou écologiques. Donc c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est qu'on aimerait bien tous avoir une vision du monde assez simple. On a tous besoin d'avoir des grandes lignes de conduite, mais en réalité la question est extrêmement complexe et donc il ne faut pas mettre de côté cette complexité, il faut la traiter complètement. Et concrètement, je pense, alors pour répondre directement à votre question, je pense qu'il y a des voies qui permettent de trouver des bons équilibres, mais il y a une question essentielle d'échelle de temps. Encore une fois, pour parler de mon cas personnel, quand j'étais étudiant, on disait déjà qu'il fallait mettre des légumineuses dans les prairies parce que c'était mieux, ça diminuait la fertilisation azotée. Ça, on le savait déjà, on le disait déjà depuis longtemps. Mais il y a une question d'évolution du système qui prend du temps. Et donc, il ne faut pas avoir uniquement une vision de long terme parce qu'à long terme, on ne sait pas comment faire dans le court terme. Et inversement, si on regarde que le court terme, on n'investit pas pour le long terme. Et du coup, pour faire une transition directement effectivement sur ce côté échelle de temps, quels sont les leviers, peut-être à vous de choisir si c'est une réponse à court terme, à moyen terme ou à long terme. Et j'invite aussi nos intervenants à distance, s'ils le souhaitent, à répondre à cette question. Quels sont les principaux leviers, d'une certaine manière, à activer pour une transition écologique pragmatique, respectueuse de toutes les parties prenantes? On a entendu effectivement les questions de complexité en fonction des visions. Beaucoup aimé tout simplement ce postulat que vous faites sur le fait que économie et écologie parfois répondent un petit peu à de mêmes systèmes de pensée. Il ne s'agit pas de les opposer systématiquement, ils peuvent même être enseignés ensemble. Preuve en est qu'ils sont compatibles. Quels sont les leviers à activer peut-être pour une transition écologique pragmatique, respectueuse de toutes les parties prenantes, au-delà des discours et des postures? Peut-être c'est Monsieur Hollande. Est-ce que nos intervenants à distance sont avec nous? Ils nous entendent? Oui, je vous entends parfaitement. Génial. Peut-être pouvez-vous prendre la réponse à cette question si vous le souhaitez? Parfaitement en phase avec ce que disent les deux intervenants. Prennent du temps. Et je crois ce qui a été évoqué en filigrane, c'est une question qui est importante. C'est des questions de valeur ajoutée dans les filières agricoles. En fait, derrière ces questions-là, et notamment, on voit bien, on touche du doigt la notion de frein ou de levier. Et il y a un frein qui est important dans les filières agricoles, c'est la question de la valeur ajoutée, la question de la rémunération des producteurs. Et on le voit bien filière par filière, que ce soit dans le vin ou dans d'autres types de filières, en grande culture ou dans quelle que soit la filière agricole, il y a cette question-là qui est quand même au cœur de la réflexion. Parce qu'en fait, les agriculteurs ne sont pas opposés et ont bien cette vision parfois commune de réconcilier pratique écologique et puis agriculture. Mais tout cela n'est possible qu'à la condition, effectivement, qu'il y ait une rémunération qui soit décente et qui leur permette d'accompagner cette transition agroécologique qu'on appelle tous de notre vœu, ou en tout cas qui est importante. Après, le deuxième point, je pense qu'il faut avoir en tête, c'est que malgré tout, il y a une limite forte, c'est qu'à horizon 2050, on devra nourrir 9 milliards de personnes sur la Terre, et donc ça suppose soit des transitions en termes de comportement alimentaire, soit ça suppose effectivement de trouver des solutions pour produire sans doute peut-être un peu plus en volume, mais aussi qualitativement. Et donc c'est à mon avis deux questions qui sont essentielles pour réfléchir à toutes les problématiques que vous avez signalées. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors du coup, on voit effectivement qu'il y a des enjeux de population. À un moment donné, il faut être réaliste, on doit nourrir plus de personnes. Et je me souviens, lorsque nous avons préparé cette table ronde ensemble, vous m'avez dit aussi qu'il faut être aussi réaliste dans le fait qu'on ne peut pas produire du bio partout. On ne peut pas effectivement avoir une agriculture un petit peu idéaliste systématiquement. Vous m'avez aussi donné cette information qui laisse à réfléchir. La France est le pays qui utilise le plus de pesticides au monde, alors que c'est un pays tempéré.
Alors du coup, comment avoir une culture qui a une empreinte écologique réduite? Peut-être qu'on va rentrer un petit peu dans la technicité, mais tant mieux, je pense que nos auditeurs seront ravis d'entendre des cas concrets. Voilà, quelles sont en fait les possibilités que l'on a? Vous avez observé plein de situations différentes de par le monde grâce à votre expertise et à votre travail. Comment avoir une culture qui a une empreinte écologique réduite dans des pays effectivement qui ont des climats différents et qui donc ne peuvent pas faire la même chose partout au même coup? Je vais peut-être prendre la parole comme vous m'y insistez. Juste Avec un petit plaisir. point. Donc, la France est le deuxième au monde, après Deuxième, les pardon. États-Unis. Après les États-Unis. Et il y a quand même eu aussi en France on a ce bilan, mais néanmoins, il y a quand même une prise de conscience politique. Il y a eu des plans éco-phyto, il y a toute une action gouvernementale pour réduire cette empreinte. Alors, nous, le CIRAD, on travaille sur des zones tropicales et méditerranéennes. Donc, on travaille aussi dans les territoires d'outre-mer français qui ont cette question d'utilisation également des produits phytosanitaires. Et en tout cas, s'agissant de nos terrains au sud, notamment en Afrique, on est confronté, comme vous le mentionnez, à la question de la demande qui va être croissante et de sols qui sont déjà dégradés. Si on regarde le Sahel, on a plus de 40% des sols qui sont dégradés. Alors dégradés par différentes activités, mais notamment par une utilisation qui a été trop intensive de produits phytosanitaires sur ces sols qui sont beaucoup plus fragiles que les nôtres. Donc, au CIRAD, je dirais qu'on a, je vais dire deux choses, je vais prendre 2 points. Le premier point, c'est ce qu'on appelle, nous, l'intensification agroécologique, c'est-à-dire la conciliation d'une nécessaire intensification, parce qu'il va falloir nourrir plus de monde. Donc sur une parcelle donnée, il faut produire plus. Il n'y a pas, ça ne peut pas être différent, surtout si on veut préserver la biodiversité. Et en même temps, agroécologique parce qu'on va changer de méthode. Et changer de méthode, c'est pas revenir à des techniques archaïques, pas du tout. Au contraire, ça veut dire avoir une vision, je dirais presque d'agriculture de précision de ce qu'on fait. Mettre les produits phytosanitaires au bon moment, les arrêter quand ça suffit. Donc on fait appel à des techniques qui sont des techniques satellitaires, des techniques numériques pour savoir exactement quand il y a un agresseur, quand il y a une pathologie et quand il faut protéger la récolte. Donc vous faites un lien, si je peux me permettre, extrêmement important entre une certaine révolution numérique et donc peut-être effectivement le fait que ces pays, enfin que tout pays doivent avoir accès en fait à ces outils numériques pour pouvoir faire cette transition écologique au passage entre guillemets. Tout à fait. Donc nous, Institut de recherche, on n'est qu'un petit maillon, mais ça c'est essentiel. Par ailleurs, il est essentiel de former les gens, au sud aussi, pas simplement effectivement dans les pays occidentaux, et de les former à ces technologies, leur permettre d'avoir une maîtrise sur ce processus d'intensification agroécologique. Et on le fait beaucoup, et notamment il y a des exemples qui marchent très bien au Sénégal, sur des terrains qui étaient autour de Saint-Louis, qui étaient assez dégradés, et on arrive à vraiment avoir une agriculture qui tient la route. Alors, on essaie aussi de le faire dans des pays plus complexes, comme le Burkina Faso, le Mali, mais on a vraiment l'ambition de le faire. Un dernier point en relation avec l'intervention précédente, la question des filières, elle est très importante. Nous, on a décidé au CIRAD, alors que ça faisait vieux monde, entre guillemets, de repartir sur un chantier dit filière agricole, parce que les questions du café ne sont pas celles du cacao, ne sont pas celles du lait, et que ce soit sur la répartition de la valeur ajoutée, la question de la prise de risque, toutes des questions extrêmement techniques. Et donc, on a fait ce nouveau chantier qui s'appelle filière durable. Et on est effectivement dans du temps long, mais je crois qu'il faut vraiment rentrer dans les questions filière par filière, même si c'est un peu long, un peu difficile, mais c'est là où on trouvera les solutions. Alors peut-être pour rebondir, une question pour vous, Monsieur Callois. Est-ce que cette organisation par filière, déjà vous y adhérez, et comment ça se passe pour nos auditeurs effectivement qui cherchent à en savoir plus? Comment ça se passe chez nous en France? Est-ce que c'est une organisation qui est privilégiée justement pour répondre à ces problématiques-là? Est-ce qu'il y a plutôt une sorte de raisonnement global, une transition écologique un petit peu au niveau national, et puis on parlera après de l'Europe? Ou est-ce que cette répartition par filière est un schéma aussi qui commence en fait à gagner intellectuellement pour résoudre ces sujets-là? Non, alors en France, c'est vrai qu'on a une organisation par filière qui est traditionnelle, je dirais. C'est-à-dire une des forces du modèle agricole français, c'est d'avoir su structurer des filières importantes avec un organisme qui aujourd'hui s'appelle France Agrimaire, mais qui historiquement est le regroupement de plusieurs organismes qui, après-guerre, ont structuré la production agricole parce qu'il fallait nourrir massivement une population. On était après une grande crise, comme aujourd'hui, quelque part, et il fallait repenser tout le système.
et il fallait d'abord donner à manger aux gens. Et c'est comme ça, historiquement, qu'on a structuré des filières fortes. Alors, le cas des céréales, les grandes cultures, est extrêmement emblématique parce que non seulement on a nourri la France, mais après on est devenu une puissance exportatrice. Et donc cette organisation en filière, elle est, je pense, assez bien ancrée en France. Après, la question, c'est justement de pouvoir concilier une organisation avec des filières puissantes, organisées, et de pouvoir penser système, effectivement. Oui. Et si je dirais, voilà, si je dirais d'une certaine façon, plus théorique, je dirais c'est concilier les acquis de Descartes et de Lao Tzu. C'est-à-dire que Descartes, lui, nous a appris à segmenter les problèmes, à optimiser chaque boîte. Le problème, c'est que quand toutes les boîtes se parlent entre elles, il faut passer à une pensée un peu plus systémique. Alors, c'est un peu la pensée taoïste, c'est-à-dire, voilà, tout s'influence, il y a des cycles, etc. Donc, il faut essayer de trouver un petit peu un équilibre entre les deux. Mais évidemment, il ne s'agit pas de perdre toute la force que fait notre agriculture autour de filières très structurées qui ont montré leur efficacité. Après, la question, c'est effectivement de s'adapter à cette nouvelle donne où on est dans un système extrêmement incertain, où toutes les filières entre elles s'influencent. Et d'avoir un dénominateur commun, très clair. Merci beaucoup. Juste, je rebondis rapidement sur le fait que vous avez évoqué une crise qui a permis de structurer toute cette filière agricole française. Rapidement, selon vous, et peut-être, Monsieur Hollande, vous pourrez répondre à cette question si vous le souhaitez, selon vous, est-ce que la crise de la Covid-19, a une influence négative ou positive sur la restructuration peut-être des choses? Est-ce qu'elle va accélérer une transition écologique positive, ou est-ce qu'au contraire, ça va être quelque chose, une barrière éventuelle? Ça a touché beaucoup de secteurs, hein, comme on le sait, parfois pour le meilleur. Ça a digitalisé plus rapidement certains secteurs qui en avaient besoin. D'autres ont été très durement touchés. Quel est l'impact peut-être de la Covid sur effectivement la filière agricole? Peut-être Monsieur Hollande, si vous voulez prendre cette question. Ouais, en tout cas, en ce qui concerne la France, puisque notre propos porte plutôt sur la France, il faut bien voir que la tendance historique, c'est la diminution du nombre de chefs d'exploitation, sachant qu'on a une surface agricole qui est utilisée en France qui globalement n'a pas tant bougé que ça. Ça veut dire qu'en fait, les exploitations qui étaient fragilisées avant la crise vont sans doute disparaître. On le voit dans certaines filières, comme le lait par exemple. Donc on va assister, en fait, puisque la surface reste la même, à une augmentation des tailles, à une concentration des acteurs, avec cette particularité très notable, c'est ce que décrivent plusieurs experts, c'est l'arrivée de gens qui habituellement n'étaient pas issus du monde agricole, des investisseurs notamment, qui rentrent dans cet univers-là, dans la perspective justement d'avoir 9 milliards d'humains très prochainement, et qui se disent sans doute c'est un secteur attractif pour ça, parce que les débouchés sont assurés. Ça veut dire qu'en fait, la crise va sans doute accélérer la fragilisation ou la disparition du modèle qui a fondé l'agriculture française, à savoir la ferme familiale, et qu'on va aller vers des structures professionnelles, des entreprises agricoles. C'est déjà le cas à l'heure actuelle. Et donc, d'un côté, ça va professionnaliser certaines filières, mais d'un autre côté, on va perdre aussi peut-être ce contact historique ou un peu plus direct avec les exploitations agricoles, tel qu'on pouvait le concevoir, y compris dans notre imaginaire collectif. Donc là, il y aura vraiment une vraie réflexion à avoir sur l'émergence de ces nouveaux acteurs ou le renforcement d'acteurs existants, et qu'est-ce que ça implique dans la construction des filières, y compris dans les relations entre les différents acteurs des filières. Et donc, je crois que ça, c'est un élément qui est tout à fait nouveau. Alors, dans l'actualité, on a retenu effectivement l'arrivée d'investisseurs asiatiques ou le fait qu'ils utilisent des subterfuges juridiques pour ne pas apparaître comme les propriétaires en dernier ressort. Donc, il y a tout un tas d'événements qui se passent en coulisses et qui sont assez caractéristiques d'une sorte de financiarisation de notre agriculture, qui interroge à la fois sur sa solidité, son modèle, et sur aussi le type d'acteurs qu'on veut avoir en France. Mais au-delà de la France, puisqu'on le constate aussi en Amérique du Sud ou dans d'autres continents, on a ces mêmes mutations qui sont à l'œuvre, et je crois que ça, c'est quelque chose à avoir en tête pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous voyez, pour rebondir directement à ce que vous venez de dire et la rencontre de l'agriculture et du monde de la finance, est-ce qu'aujourd'hui, les investisseurs sont plutôt vus comme un allié, par exemple parce qu'il y a des critères de finance verte pour permettre la transition écologique, ou est-ce que vous devez mettre énormément de barrières? Il faut faire extrêmement attention, peut-être qu'il y a besoin de la force régulatrice de l'État sur ces sujets-là, pour éviter d'une certaine manière que notre agriculture soit récupérée à des fins délétères pour notre planète. Est-ce qu'il y a tout type d'acteurs? Est-ce que vous nous donnez plus d'informations à nos auditeurs sur la rencontre de la finance, en fait, et justement du monde agricole français? Pardon, votre question est excellente. Ce qu'on est en train de se dire depuis le début, c'est qu'il faut dépasser effectivement
cette vision manichéenne qu'on peut avoir entre voilà, agriculture, écologie, etc. Et c'est la même chose pour la financiarisation. Finalement, le fait qu'il y ait des investisseurs financiers n'est pas un mal en soi. Ce qui est compliqué, c'est effectivement des investisseurs sans foi ni loi, comme on peut l'avoir parfois, par exemple, sur les marchés financiers, avec des acteurs de type spéculatif. Et donc, derrière, si ce sont des investisseurs qui viennent dans une logique, comme on le disait, d'appui ou d'aide ou de financement, notamment sur des aspects de transition, je crois que ça peut être, pour le coup, un levier très intéressant pour accompagner des mutations telles qu'on le décrivait précédemment, et notamment des mutations de pratiques. Et on sait très bien qu'en agriculture, il y a parfois effectivement des sources de financement qui manquent. Et donc, ça peut être une option. Mais par avance, a priori, on ne peut pas savoir nécessairement quelles sont les intentions, les motivations. Je ne sais pas s'il faut de la régulation. Il y a aussi quelque part l'autorégulation dans beaucoup de secteurs. Il y a des choses qui sont vues là, mais qui se font de ce point de vue-là. Mais en tout cas, effectivement, il faut être attentif. Les SAFER ont également un rôle à jouer sur la question des terres agricoles. Il y a tout un tas d'acteurs qui peuvent avoir un regard sans forcément intervenir de façon forcément directe, mais en tout cas avoir un regard sur ce qui se passe de manière à finalement un petit peu encadrer, jalonner cette transition qui est en train de naître. Et juste pour préciser ce que vous disiez juste auparavant sur la Chine, puisque ces rencontres du développement durable sont organisées par l'Institut Open Diplomacy et la géopolitique qui est au cœur de leurs travaux. On sait que la Chine peut utiliser, par exemple, les infrastructures, les ports ou autres pour faire du soft power et avancer ses pions d'un point de vue géopolitique. Est-ce qu'on peut craindre que, si vous pouvez peut-être relater l'événement dont vous parliez sur les investissements chinois juste avant, ça pourrait donner du grain à moudre à nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire si l'agriculture française peut être, un petit peu à l'instar du Pirée d'Athènes, un outil pour les Chinois pour accroître leur influence d'une certaine manière en rachetant des actifs en France ou en Europe? Est-ce que c'est déjà avéré, ou alors on est dans la présomption, on va dire, c'est déjà avéré que ça peut être une cause, en fait un outil géopolitique finalement? Oui, complètement. Là, encore une fois, la question est excellente parce qu'elle pointe du doigt deux choses. D'une part, le fait que, du point de vue de la Chine est en recherche finalement de terres agricoles, ne serait-ce que pour nourrir sa population. Et puis la Chine on l'a vu dans la technologie, on l'a vu sur la production de masques jetables. Donc, quel que soit le domaine d'activité, on a effectivement une offensive de la Chine. Et du point de vue de l'agriculture, les Chinois sont vraiment en recherche de terres et de terres arables notamment. Ce qui veut dire en France, et c'est un cas qui a fait effectivement, qui a retenu l'attention de beaucoup d'experts et de commentateurs. Ça s'est passé dans le centre de la France et on a vu arriver effectivement des investisseurs asiatiques qui, quelque part, ont racheté des terres en France pour avoir une activité agricole. Alors encore une fois, ce n'est pas forcément mauvais en soi. Ça interroge en revanche sur effectivement la capacité d'investisseurs étrangers à mettre la main sur des terres au-delà des frontières. Mais il faut bien voir que cette logique-là, on l'a déjà, puisqu'on a aussi des agriculteurs français, par exemple, qui investissent dans des terres qui se situent vers la Russie ou dans les anciens pays du bloc de l'Est. Donc ces mouvements-là aussi sont caractéristiques, alors on le disait, d'une financiarisation, mais aussi d'une mondialisation de l'agriculture. Et donc, il ne faut pas voir simplement les Chinois comme une menace, mais aussi comme peut-être la partie émergée de l'iceberg d'un mouvement plus général de mondialisation, à la fois des flux financiers, mais également des productions. Et donc, je crois que c'est aussi un élément de plus en plus présent dans les mutations du monde agricole. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse claire et complète. Une question pour notre intervenant à distance, Monsieur Arnaud Breuil. On a évoqué pendant la préparation l'idée qu'en fait, changer de modèle agricole comporte une prise de risque, puisqu'il y a énormément de choses qui changent lorsqu'on est agriculteur. Et les modèles durables, en fait, a priori, ne sont pas forcément sécurisants. Les pesticides sont très décrits aujourd'hui, mais ils ont, entre guillemets, des vertus qui permettent un certain rendement, qui permettent à potentiellement l'exploitation agricole de prospérer et de ne pas être à risque systématiquement. Il y a donc besoin d'une certaine coexistence des modèles, puisqu'on disait tout à l'heure que le 100% bio ne fonctionne tout simplement pas, ne serait-ce que sur la question du pouvoir d'achat ou de la productivité.
Du coup, je voudrais vous poser la question de la formation et de l'aspect culturel. On a une certaine nouvelle vision du monde. Comment on fait pour transmettre cette nouvelle vision? Comment on fait pour potentiellement former les collaborateurs de grands groupes sur la question de l'alimentation, comme vous le faites? Comment on fait pour aider les agriculteurs à être en confiance, peut-être, et pouvoir changer en se disant que demain ne sera pas catastrophique parce qu'ils prennent le risque et que leurs voisins ne prennent pas ce risque? Voilà, je voulais vous faire réagir à cette question de la formation et à la question, effectivement, du changement culturel, puisque si on doit y aller, il faut y aller tous ensemble, d'après ce que j'ai compris. Merci, oui, vous avez raison. Alors, c'est une question multidimensionnelle. Peut-être revenir sur les raisons pour lesquelles je suis amené à intervenir. Merci en tout cas à l'Institut Open Diplomacy d'avoir lancé cette invitation et de m'avoir permis d'intervenir avec vous aujourd'hui. D'abord, le Groupe Up est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, une société coopérative et participative, dont le principal métier, en tout cas encore aujourd'hui en France, est d'être une entreprise émettrice de titres de services et particulièrement de titres restaurants, les chèques déjeuner. Donc notre en version carte, papier, enfin peu importe les supports que nous déployons aujourd'hui. Et donc nous avons aujourd'hui 1,5 million de Français qui quotidiennement déjeunent par l'intermédiaire de l'une de nos solutions de paiement. Et donc, bien évidemment, la question alimentaire et derrière l'alimentaire, la question de l'agriculture est une question prégnante et très importante pour nous. J'ai également 2 autres casquettes sur lesquelles on n'avait pas travaillé en préparant cette intervention, mais qui m'amènent à avoir un regard complémentaire de celui qui a été déployé par les intervenants précédents. Le premier, c'est qu'au nom du Groupe Up, je représente notre entreprise, donc je suis dirigeant bénévole d'une association de coopération internationale qui s'appelle l'ICOSI, dont l'objet est la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire. Et nous intervenons justement actuellement avec des partenaires agriculteurs du sud de la France, dans des pays comme le Bénin et le Sénégal, et dans lesquels nous organisons des formations, soit de pair à pair, d'agriculteurs à agriculteurs, soit des formations pour aider justement les agriculteurs du Sud, au Bénin et au Sénégal, à se structurer sous forme de coopérative d'union de moyens agricoles. Et les questions qui étaient, on parlait tout à l'heure de dégradation des sols, toutes ces questions qui sont des questions écologiques qui sont au cœur des modes de production agricole des pays du Sud, étaient très peu évoquées il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, elles sont vraiment au cœur du travail qui est mené entre agriculteurs dans ces 2 pays. Donc c'est vraiment un point important. Et puis le dernier, on parlait de formation tout à l'heure. Je crois vraiment à la capacité que les entreprises ont aujourd'hui d'accompagner les acteurs du monde agricole. Le Groupe Up s'est beaucoup impliqué depuis quasiment sa création auprès de Bleu Blanc Cœur, donc l'association qui essaie de promouvoir une évolution des modes de production, notamment des modes de production de viande, et donc d'essayer d'inclure la question du développement durable dans la question du développement agricole, et plus particulièrement dans un projet dont je pense certains d'entre vous ont entendu parler, qui est le projet Bleu Blanc Cœur, qui est le projet Écométhane, qui consiste, donc organisé par Bleu Blanc Cœur, qui consiste à réduire l'impact sur le réchauffement climatique des modes de production agricole bovins en agissant sur la question de l'alimentation des bovins, et donc en réduisant de façon assez considérable cet impact sur le réchauffement climatique, en réduisant donc la production de méthane. Donc j'avais un autre aspect peut-être, et là c'est une réaction qui me vient au titre d'une 3e fonction, c'est celle d'ailleurs, c'est depuis la mairie que j'interviens aujourd'hui. Je suis maire d'une commune rurale d'Eure-et-Loir, et donc inutile de vous dire que l'Eure-et-Loir, même si c'est dans la partie nord du département, nous sommes évidemment au cœur de cette question de transition, puisque j'ai sur le territoire de ma commune un certain nombre d'agriculteurs conventionnels, mais pour une partie importante d'entre eux qui aujourd'hui réfléchissent de façon très attentive à la conversion en bio. Et aucun d'entre eux, même ceux qui n'ont pas prévu cette conversion, qui restent sur de l'agriculture conventionnelle, font évoluer leur mode de production, et donc réfléchissent à réduire de façon considérable l'utilisation des pesticides. Merci beaucoup. Du coup, pour rebondir directement là-dessus,
Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on est, en tant qu'agriculteur, poussé à faire du bio et à mieux respecter nos sols? La question est un peu brute de décoffrage, mais qu'est-ce qui concrètement fait, à part peut-être l'engagement personnel, l'engagement écologique, la demande des consommateurs, les discussions, je ne sais pas, familiales, comment est-on aidé, je pose la question au niveau français, et encore une fois on parlera un peu de l'Europe après, comment est-on aidé pour produire de manière plus responsable? Peut-être la question pour vous, Monsieur Callois, si vous souhaitez la prendre, quels sont les outils mis à disposition, que ce soit un petit peu même cognitif, pourquoi j'ai envie d'y aller et comment je suis soutenu dans cette démarche? Non, je pense qu'il y a toutes ces dimensions jouent. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il y a d'abord une dimension culturelle qui est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il y a un effet génération qui est évident. Voilà. Moi, quand je croise, je m'occupe d'agroalimentaire, hein, donc je croise plutôt des chefs d'entreprise que des agriculteurs, mais je vois assez souvent des agriculteurs. Et c'est vrai que, alors, on a la chance d'avoir en France un enseignement agricole avec des lycées agricoles, qui est vraiment un trésor hein, par rapport à ça. C'est pour pouvoir amener les agriculteurs à comprendre qu'il y a d'autres façons de produire, parce que comme ça a été dit, c'est effectivement une prise de risque énorme. L'avantage des pesticides, c'est que vous êtes tranquille. Vous savez, alors vous en mettez par précaution, c'est un système de couverture. Et là, maintenant, vous savez qu'on parlait de finance tout à l'heure, il y a plusieurs façons de gérer le risque. Il y a la couverture, il y a la diversification. Et là, il faut plutôt rentrer dans une logique de diversification, justement, pour que globalement, essayer de s'équilibrer. Mais il faut mettre en place les mécanismes pour. Donc en effet, il y a la casquette de l'économie. Oui, mais tout à fait. Et donc, alors, il y a l'aspect vrai, mais j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important. Et on voit que les pays, selon leur culture aussi, n'ont pas les mêmes trajectoires. C'est un peu un fondamental. Autant Marx disait qu'il y avait l'infrastructure qui était la répartition du capital, il y a aussi cette infrastructure inconsciente qui est, à mon sens, aussi importante que l'aspect purement économique. Alors après, il y a évidemment des mécanismes purement économiques où effectivement, donc notamment, on parlera peut-être un petit peu de la PAC tout à l'heure et de l'Europe, il y a un certain nombre d'incitations qui sont mises en place. La France est un des pays quand même les plus allants hein, en matière environnementale pour encourager ce type d'incitation et avec l'idée qu'il faut promouvoir un petit peu la tête de pont qui sont les systèmes les plus avancés, je dirais, systèmes d'agriculture biologique, pour espérer qu'ensuite l'ensemble du système soit tiré. Hein, donc effectivement, c'est une combinaison de leviers, des leviers institutionnels, des leviers, déjà l'enseignement, à la base de la culture, l'enseignement, les leviers institutionnels, donc, notamment en termes de contractualisation. Alors moi, pour le coup, c'est plus ma partie, puisque je travaille beaucoup avec les acteurs de l'aval. Cette exigence qui vient, alors qui ne fait que retranscrire les demandes des consommateurs, mais qui aussi fait un petit peu une conséquence du changement un petit peu de mentalité globale, ça remonte toute la chaîne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des exigences assez claires. Il faut être capable de démontrer qu'on est respectueux des 3 piliers du développement durable, et ça fait une vraie différence. Alors, après, il faut être conscient qu'on est toujours face à ces injonctions contradictoires. Il faut quand même produire pas cher et produire de bonne qualité dans tous les sens de la qualité. Hein, donc, ça veut dire que on trouve cette complexité, mais globalement, il y a une évolution graduelle. Après, la question, c'est de savoir si l'évolution sera suffisamment rapide et suffisamment massive pour préserver notre modèle le plus longtemps possible. Vous êtes plutôt optimiste ou aujourd'hui plutôt au contraire un peu négatif sur cette question? Il pleut aujourd'hui, mais on a un magnifique sujet. Est-ce que vous pensez que la transition écologique, notamment dans notre pays, commence à être sur de bons rails et bien entamée? C'est du temps long, du temps court, du temps moyen. Quel est un petit peu votre sentiment là-dessus? Je vous laisse répondre comme vous le souhaitez. Est-ce qu'on peut repartir, entre guillemets, un petit peu le cœur en fait sur cette question en disant qu'on a quand même bien commencé, même si parfois le débat public est assez crispé sur la question? Moi, je vous en prie. Moi, je suis plutôt optimiste. J'ai travaillé sur les questions climatiques, ça fait plus de 20 ans. Avant d'avoir ces fonctions-là, je suis diplomate, hein, donc j'ai travaillé sur ces questions à Bruxelles, à Washington. Et ce qui m'a marqué sur ces questions que j'ai suivies au long cours, c'est qu'à un moment, il y a un effet de cristallisation. Et ceux qui ont été dans les équipes de la COP l'ont bien senti. C'est-à-dire tout ce qu'on pensait ne pas pouvoir se mettre en réseau, des petits îlots qu'on avait faits sur des sujets, les pertes et dommages, etc. Il y a eu comme quand il fait très froid et que vous avez une flaque d'eau et tout ça se met à cristalliser. Et là, sur ces questions de durabilité de l'agriculture, je pense qu'on est au début du cycle hein, où ça se cristallise et la pression des opinions publiques est absolument centrale. C'est le fait qui va mettre tous les acteurs en mouvement et ces acteurs mis en mouvement vont inciter
à produire des engagements de tous les côtés qui finalement vont faire système. Alors vous dire que c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ça je ne le sais pas. Mais en tout cas, il y a ce mouvement, et ce qui est aussi un élément d'optimisme, c'est que ce mouvement a lieu aussi dans les pays en développement, parce que le souci de sa santé, le souci d'avoir une alimentation qui ne rend pas malade vos enfants, qui permet aussi de rester sur la terre, d'être mieux rémunérés, d'où la volonté, certains agriculteurs au sud, de passer en bio, parce qu'ils sentent qu'ils vont gagner plus d'argent aussi. Il y a vraiment beaucoup de prise de conscience. On a sûrement encore besoin beaucoup de science. Alors je plaide pour ma paroisse parce que c'est une organisation de recherche, mais il nous manque encore beaucoup de solutions techniques. D'accord. Mais je crois que le mouvement est engagé. Quelque chose qui rejoint pas mal l'économie circulaire dans d'autres secteurs. Il manque beaucoup de solutions techniques pour éviter le tout recyclage, pour produire par exemple à nouveau des matériaux durables. Je vois que c'est quelque chose qui est commun avec d'autres filières, mais bon, en tout cas, merci pour ce positivisme. Une question encore peut-être sur la formation, puisqu'on a la chance d'avoir un professeur d'une grande école de commerce française. Il a été évoqué tout à l'heure par M. Callois, les lycées agricoles. Est-ce que, en fait, tout simplement, la formation a ses enjeux, je parle de manière assez large, ses enjeux agricoles, d'agriculture durable ou autres, ont vocation à devenir plus importants dans les écoles? Est-ce que c'est le cas dans la vôtre? Moi, j'ai fait une école de commerce, le sujet était un peu important, mais pas non plus central. Et est-ce que ça fait partie de la solution? C'est-à-dire de former largement, et y compris des jeunes qui n'ont pas forcément vocation à devenir agriculteurs ou bosser dans la filière agroalimentaire. Comment l'école peut aider cette transition écologique au sens large? Oui, la question est excellente, et pour que les auditeurs comprennent bien par rapport aux propos précédents, juste un exemple très simple. Dans la filière du lait, tout le monde voit ce que c'est une brique de lait d'1 litre. Un conventionnel, quelqu'un qui fait du lait conventionnel, son seuil de rentabilité, à partir du moment où il commence à perdre ou gagner de l'argent, c'est à peu près 35 centimes, ça dépend des régions, et parfois on lui achète en dessous, alors qu'en bio, on va lui acheter aux alentours de 45 centimes, et donc il sera au-dessus de ce point mort, et donc il commencera à gagner de l'argent. Donc, encore une fois, la question économique, elle est importante. Pour revenir plus précisément à votre question, alors oui, pour une double raison. D'une part, la génération actuelle a entendu parler du développement durable, est sensibilisée à la RSE. Et là, avant de vous rejoindre, j'étais en cours en train donc de former des étudiants dans un cours de création d'entreprise, et les 2/3 des projets qui nous sont proposés tournent autour de ces questions de développement durable et de RSE. Ça passe des mégots de cigarettes, sur le gaspillage alimentaire. J'ai un autre projet pour renouveler, remettre en lumière des légumes oubliés et des pratiques plus responsables en termes de consommation et notamment de circuits courts. Donc on voit bien que la génération de maintenant, elle est plus que sensibilisée, elle a envie d'agir. Autant nous, on est peut-être d'une génération qui avait pris conscience là et qui sent que quelque chose est en train de muter, mais la génération des étudiants à l'heure actuelle, que ce soit dans des écoles de management, d'ingénieurs ou des écoles d'agronomie, est une génération de l'action et qui est en train de tâtonner, de trouver des solutions, parfois partielles, parfois plus globales, mais qui a envie réellement d'agir. En ce qui nous concerne, nous, à Hackage, on a effectivement les ODD, les objectifs de développement durable, qui irriguent, je dirais, quasiment l'ensemble de nos programmes. On a aussi bien des diplômes en finance durable et responsable. On a des majeurs de spécialisation à RSE pour devenir des acteurs à l'intérieur des PME ou des grands groupes ou des fondations ou dans l'économie sociale et solidaire. Donc effectivement, ça répond en partie aux aspirations des jeunes, mais ces jeunes sont également un moteur pour nous donner la crédibilité et la légitimité de les former sur ces points-là, parce qu'il y a plus qu'une attente, il y a vraiment un sentiment de nécessité et d'urgence qui leur donne envie à la fois de se former et puis voilà, d'avoir le contexte qui leur permet de mettre en action leur volonté de changement. Génial, on voit que l'engagement de la jeunesse est prépondérant. Il y a un engagement aussi très fort de Thomas Friand, fondateur d'Open Diplomacy, sur cette question. On voit que les choses se recoupent parfaitement avec les rencontres du développement durable. Alors, une petite question du public d'Emmanuel Cholet. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à poser toutes leurs questions dès qu'ils en ont. Je les reçois sur mon téléphone, qu'ils n'hésitent pas.
Je le lis donc, dans le domaine agricole, il semble que les questions de transition écologique soient très chargées émotionnellement et que les freins soient parfois culturels, on en a pas mal parlé. Il y a des habitudes de production. Qu'est-il fait aujourd'hui pour travailler sur la formation des acteurs impliqués? Y a-t-il des programmes de sensibilisation ou d'éducation au long de la vie mis en place? Les agriculteurs eux-mêmes sont-ils ouverts à ces questions, au-delà peut-être des jeunes, au-delà aussi du grand public? Voilà, quel est votre point là-dessus lorsqu'on évoque un agriculteur potentiellement qu'il soit sensibilisé, formé, peut-être aussi le grand public, peut-être aussi le collaborateur dans une grande entreprise, Monsieur Breuil, qui va utiliser une de vos solutions de paiement? À quel point effectivement nous sommes ouverts à ces questions de formation? La question peut-être pour Monsieur Breuil, s'il le souhaite. Oui, ouais, je pense que c'est effectivement déterminant et j'en profite en répondant à cette question pour répondre à la précédente. Donc résolument optimiste. Et il y a une expression que j'apprécie, que j'aime bien, qui est de dire que pendant très longtemps, on a raisonné de la fourche à la fourchette. Et aujourd'hui, on raisonne réellement de la fourchette de la fourchette à la fourche. C'est-à-dire que ce sont les modes de consommation du grand public qui induisent une évolution des modes de production. Et alors évidemment, les exemples que j'ai autour de moi n'ont pas valeur n'ont pas valeur scientifique, mais je pense qu'ils corroborent vraiment ce qui a été dit précédemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un changement générationnel qui s'opère. On a évidemment énormément d'exploitations autour de la commune dont je suis maire aujourd'hui, qui sont en passe d'être cédées, tout simplement, souvent par succession familiale. Et les nouvelles générations, les nouveaux agriculteurs qui arrivent aujourd'hui en situation de gérer ces exploitations sont des personnes qui ont eu dans leur cycle de formation des éléments qui touchaient au développement durable. Et donc, on a vraiment une évolution des modes de production et la quantité de pesticides, d'intrants qui sont utilisés aujourd'hui dans l'agriculture pourtant conventionnelle, donc même pour ceux qui ne sont pas en transition bio, a réduit de façon considérable. Donc moi, je mise vraiment sur ce changement de comportement. Et pour répondre donc à votre dernière question, évidemment, la question de la formation, elle est intégrante, que ce soit pour les salariés de notre propre entreprise. Nous avons intégré au sein de UP l'ensemble des objectifs de développement dans la stratégie de l'entreprise. Donc c'est bien la stratégie de l'entreprise elle-même qui s'est adaptée aux objectifs de développement durable. Et notre objectif, c'est d'accompagner l'ensemble à la fois de nos parties prenantes, donc bien sûr des salariés en interne, mais également de celles et ceux avec lesquels nous travaillons. Et je pense bien sûr aux restaurateurs sur le fait qu'il soit nécessaire aujourd'hui de faire évoluer leur mode de production ou tout simplement le fait qu'ils réfléchissent à l'impact qu'ont leurs achats dans la chaîne de distribution. Je pense encore une fois aux restaurateurs et donc d'essayer d'induire le fait que les modes de production agricole plus durables soient pris en compte et donc permettre à des restaurateurs par exemple de se fournir en légumes bio et si possible de proximité. Donc ça, c'est aussi un rôle que nous avons en tant qu'entreprise, en tant que chaîne de valeur, d'essayer de contribuer partout où nous en avons la possibilité, de faire en sorte à ce que ces éléments-là soient intégrés. Nous avons ce rôle de tiers de confiance, il faut que nous puissions le jouer à plein. Une dernière question peut-être sur la formation. On a entendu un certain enthousiasme sur le fait que des jeunes veulent créer des entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine agricole, ce qui donne beaucoup d'espoir. J'ai une question un petit peu sur le côté ressources humaines. On sait que le métier d'agriculteur, n'est pas simple. On voit souvent des reportages qui montrent la difficulté de ce métier au quotidien, en termes d'horaire, en termes de rémunération, avec des situations vraiment complexes, même psychologiquement à un moment donné. Est-ce que cette filière, dans tous ses aspects, donc le côté agriculteur, peut-être les entreprises de l'agroalimentaire aussi, sont des secteurs qui recrutent, qui donnent envie aux jeunes, ou est-ce que vous avez les entreprises, par exemple, de l'agroalimentaire, ont du mal justement à recruter et doivent se réinventer, même en termes de marketing RH, si je peux me permettre, pour recruter des jeunes talents? Peut-être la question pour M. Gallois. Je vais peut-être prendre cette question-là. Donc, effectivement, le problème de recrutement, il est assez général donc, à l'agriculture et à l'industrie, et notamment à l'industrie agroalimentaire. D'ailleurs, il y a une des actions du plan de relance qui vient d'être annoncée, qui vise précisément une grande campagne de communication sur les métiers, parce qu'effectivement, ce sont des métiers qui sont difficiles, mais c'est aussi des métiers de passion. C'est des métiers, alors, comme ça a été dit, il y a une grande hétérogénéité de situation. Il y a des agriculteurs qui ne s'en sortent pas, mais il y en a aussi qui sont passionnés et qui changeraient pour rien au monde de métier. Donc effectivement, cette problématique de l'attractivité du métier, de la connaissance du métier, elle est essentielle. Et alors
sans doute que le secteur agroalimentaire doit encore faire sa révolution par rapport à ça, comme l'a fait d'ailleurs le bâtiment il y a quelques années, où il y a une problématique aussi de salaire, il faut le dire aussi les choses, de conditions de travail. Alors l'avantage, c'est qu'on est aussi dans une dynamique où, grâce aux nouvelles technologies, on a quand même beaucoup de marges beaucoup de progrès qui ont été faits, et je pense qu'on a encore des marges de progrès en termes de qualité du travail. Et ça, on le dit peut-être pas assez, et c'est vrai qu'il faut mettre en avant aussi des expériences qui marchent, où on a des entreprises qui à la fois offrent des perspectives d'évolution et des métiers passionnants. On retravaille un petit peu la désirabilité de ces métiers finalement pour qu'ils soient de plus en plus attractifs. Merci beaucoup. On va passer à l'Europe, si cela vous convient. Alors la question est assez large, mais est-ce qu'il existe en fait tout simplement une dynamique européenne de la transition écologique ? Beaucoup connaissent la PAC, la fameuse politique agricole commune. Peut-être peu en connaissent vraiment les détails, son origine, comment elle a évolué dans le temps. Est-ce que c'est le bon peut-être levier de la transformer justement pour vers la transition écologique ? Quelle est la part peut-être de la transition écologique aussi dans ce qu'on appelle le Green Deal, dans la nouvelle dynamique de la Commission européenne ? Voilà, je vous laisse prendre la parole en fonction de celle ou celui qui désire répondre à cette question, mais concrètement, nos auditeurs voudraient savoir, est-ce que la France est un peu seule sur ce sujet, avec une histoire agricole très forte ? Est-ce qu'on prêche un peu seul dans le désert et donc du coup, d'une certaine manière, la transition de la France ne suffira pas à nourrir toute la planète ? Ou est-ce qu'au contraire, encore une fois, je vais parler d'optimiste, on peut être assez optimiste sur la question d'une transition écologique au niveau européen ? Je vous laisse peut-être réagir et même parler les uns après les autres sur une question assez large. On a encore le temps, donc n'hésitez pas. Non, je peux peut-être ouvrir je vous en prie. Puisque représentant le ministère de l'Agriculture, bon après je ne suis pas et de loin spécialiste du sujet, puisque c'est un sujet qui, vous l'avez dit, assez technique. Par contre, en effet, donc, on est dans une période de négociation de la nouvelle PAC, négociation qui se passera à plusieurs niveaux. Il y a la négociation européenne, donc il y a des textes, des règlements qui sont en cours de définition. Puis après, il y aura des déclinaisons opérationnelles dans chaque État membre, qui aura ce qu'on appelle le PSN, plan stratégique national. Et puis en dessous, il y aura aussi des conseils régionaux qui auront une place très importante, puisqu'elles vont gérer un certain nombre de mesures. Je ne rentre pas dans les détails, mais dans les négociations de la PAC, dans les négociations de la PAC, on va retrouver toutes les questions qu'on a vues, c'est-à-dire qu'est-ce que vraiment un agriculteur ? Le sous-jacent, c'est est-ce qu'on veut continuer à promouvoir les modèles d'agriculture familiale ? Quel est le degré d'ambition écologique de la PAC ? Quel est le degré de spécificité territoriale qu'on va prendre en compte, avec beaucoup de débats sur est-ce que finalement on n'est pas en train de renationaliser avec ces PSN, ces plans stratégiques nationaux, qui vont peut-être faire émerger des différences très importantes entre États membres et donc des distorsions de concurrence, parce qu'on l'a vu, alors on ne va pas rentrer dans le débat sur les néonicotinoïdes parce que c'est en cours, mais une des raisons, c'est aussi que les États membres ont appliqué de façon très différente certaines règles. Et donc, ça ne sert à rien d'être plus vertueux si ceux d'à côté ne sont pas vertueux du tout. Enfin, je caricature, mais voilà, c'est une de ces grandes vertus à la PAC, c'est d'être vraiment commune. Et c'est une politique de compétence européenne. Et l'Europe, dans son ensemble, a énormément gagné à avoir cette compétence, aussi bien après-guerre, parce que ça a permis d'augmenter la productivité, mais encore aujourd'hui. C'est vraiment un acquis énorme. Et des fois, on critique la PAC, on critique l'Europe, mais il ne faut pas perdre de vue comment serait la situation aujourd'hui de l'agriculture française s'il n'y avait pas eu la PAC. Est-ce qu'en deux mots, vous pouvez peut-être expliquer le fonctionnement pour nos auditeurs de la PAC, un petit peu les gros acquis justement de la PAC pour un agriculteur? Qu'est-ce qui se passe le jour où il ne l'a pas? Non, d'abord c'est un cadre commun, c'est-à-dire ce sont des règles communes qui explicitent comment fonctionnent les marchés, qui explicitent un certain nombre de règles en termes notamment de conditionnalité environnementale, qui derrière vont décliner aussi tout ce que va être la qualité de nos produits. Après, il y a la question, effectivement, c'est indissociable, c'est comment est-ce qu'après l'Europe, ensemble, va négocier par rapport à ses partenaires internationaux. Et donc on voit, toutes les discussions qu'il peut y avoir au niveau du Brexit le montrent bien, c'est qu'elles se cristallisent beaucoup autour de la qualité. C'est ce qu'on ne va pas pouvoir permettre de faire entrer des produits qui sont beaucoup moins exigeants. Et du coup, on va perdre sur tous les tableaux, on va perdre sur la qualité des produits qu'on mange, et puis on va peut-être fragiliser notre agriculture. Donc c'est au-delà, le système d'aide de la PAC, quelque part, c'est l'élément essentiel pour l'agriculteur, mais c'est un peu la conséquence. Le fondement, c'est vraiment d'avoir un marché qui est intégré et qui a des règles communes. Et c'est en étant avec des règles communes qu'on est plus fort. Et donc ça on l'oublie parce que ça, entre guillemets, ça fonctionne tout seul. Mais les débats sur le Brexit montrent bien qu'une fois qu'on l'a plus, on est dans un trou noir. Donc c'est important. Alors après, si je rentre un peu plus dans les détails, effectivement, donc là on est, le Covid a un peu compliqué les choses. La France porte une position environnementale qui est ambitieuse, parce qu'on pense que c'est l'intérêt de long terme pour l'ensemble de la société, mais aussi une façon pour l'Europe de continuer à être forte sur la scène internationale.
Sur la question justement de l'harmonisation, j'ai une petite question du public sur une statistique qu'on a donnée au début. La fameuse statistique qui dit que la France arrive au 2e rang des pays. Forcément, ça a retenu l'attention de nos auditeurs. Et en fait, c'est directement lié à ce que M. Calao vient de dire. Est-ce qu'il y a une différence de qualificatif des produits? Est-ce qu'il y a une harmonisation de ce genre de classement? Ou est-ce qu'au contraire, un peu n'importe qui, une organisation plus ou moins reconnue, peut sortir ce genre de statistiques et, entre guillemets, un petit peu embrouiller les consommateurs? Ou est-ce que les choses sont bien harmonisées et ce qui permet du coup de pointer du doigt les bonnes personnes et les bons organismes d'une certaine manière? Je vais peut-être prendre cette question qui en fait est tout à fait liée à la réponse que vient de faire M. Caillois parce que les instances sont liées. Peut-être je vais juste revenir en arrière sur le point sur la PAC. Nous, on a peu de projections sur l'Europe hors département d'outre-mer. Il n'en empêche, et je suis tout à fait en accord avec tout ce qui vient d'être dit, ça fait très longtemps qu'on parle de verdissement de la PAC. On n'a pas le Green Deal, ce n'est pas une révolution. On négocie ça depuis au moins de façon substantielle depuis à peu près 20 ans où il y a le pilier vert. Mais la vraie différence quand même, et c'est notable, c'est qu'avant on était dans une enveloppe financière où finalement, et c'était très dissuasif, et c'est pour ça que la France n'a pas toujours été très en pointe sur ce sujet-là, tout ce qu'on faisait dans la boîte dite verte, développement rural, labellisation, elle était au détriment du reste. Et là, quand même, il y a une vraie nouveauté, c'est qu'il y a une ambition au niveau européen qui est portée par le Green Deal, qui est d'augmenter les investissements dans tout ce qui est durable au niveau industriel, mais aussi l'agriculture. Donc, je crois que ça libère aussi des positions de plusieurs États membres et ça permet à la France de concilier sa position forte en faveur des agriculteurs en France, en Europe, mais aussi dans le reste du monde, mais aussi la durabilité. Parce que si effectivement les dimensions financières ne sont plus en concurrence, ça permet de faire plus de choses. Alors, il y a peut-être 2 points sur la PAC, et j'en viens à la question de la mesure. Il y a un point, c'est qu'avant, les débats sur la durabilité étaient finalement réduits au Conseil des ministres de l'Agriculture. Et aujourd'hui, avec le Green Deal, on va en parler partout. Alors, je vais parler de mon domaine, juste pour citer une initiative qu'on a prise avec l'INRAE, qui est quand même le gros institut de recherche pour les régions tempérées agronomiques. On a fait une alliance, tous les instituts de recherche, pour une agriculture européenne sans pesticides. Et on l'a proposé à Bruxelles. Et on a fait ça, on l'a lancé au Salon de l'Agriculture, et ça prend forme. Et on a des instituts de toute l'Europe, de l'Europe de l'Est, et avec la même volonté, arriver à trouver des solutions qui conviennent à tous les agriculteurs, et donc investir. Parce que pour avoir la semence, la technologie qui fera baisser considérablement notre production de pesticides, il y a beaucoup de travail, 5 ans, 10 ans, mais c'est vraiment ça l'avenir. Donc pour montrer que quand même il y a des choses qui se passent. Donc pour vous, c'est l'écosystème qui est la solution, c'est construire ces alliances, parce que sinon chacun dans son coin, on s'en sortira pas. En fait. L'Europe est le bon endroit, est vraiment le bon endroit pour penser l'Europe et pour penser l'international. Et sur l'international, oui, il y a une question de se mettre d'accord. Alors, en définitive, il y a un endroit où il y a toutes les statistiques et toutes les règles, c'est la FAO, à Rome. La FAO, pour nos auditeurs, c'est l'instance onusienne qui traite de l'agriculture, qui est située à Rome. On appelle les 3 romaines. Il y a la FAO, le PAM, qui lui s'occupe de l'aide Programme alimentaire mondial. Voilà, on va dire de l'aide à agriculture d'urgence quand il y a des famines, et le FIDA qui est l'investissement, qui soutient l'investissement des agriculteurs dans les pays plutôt en développement. Donc ces 3 institutions, elles sont onusiennes, ça veut dire qu'elles ont des statistiques agrégées et qu'elles ont des normes, notamment des normes pour référencer les différentes substances et les statistiques. Donc c'est la FAO qui a ces statistiques. Donc ce n'est pas chaque pays qui les remonte. Et l'Union européenne est représentée par ses États membres au sein de la FAO, mais aussi en tant que telle, en tant qu'organisme. Donc peut-être un dernier point que je voulais citer sur ces questions. Pas noir. Non, mais en fait, oui, il y a quand même une marge grise, moi qui m'interroge, c'est la question des labels. On en a parlé sur le volet externe. C'est qu'en fait, il y a le bio, il y a le conventionnel, le normal, mais il y a beaucoup d'agriculteurs qui s'engagent, qui sont en transition, on appelle ça en transition agroécologique ou en transition écologique en Europe, mais dans le monde. Et aujourd'hui,
il y a toute une diversité de labels qui rendent ça très compliqué pour le consommateur, mais très compliqué pour les échanges. Hein, vous avez une mangue qui vient du Togo, pays où on fait de très bonnes mangues, et où on fait beaucoup de produits plutôt agroécologiques. Il n'y a pas de label aujourd'hui. C'est pas du bio parce qu'il n'a pas le moyen de se payer une certification bio, ou que ça l'intéresse, le marché est trop petit pour avoir une certification. Ce que vous voulez dire est très révélateur. C'est pas du bio parce qu'il n'a pas les moyens de se payer une certification, et non parce que c'est pas bio. C'est assez dingue quand on y pense. Mais aussi parce qu'en définitive, le cahier des charges bio peut ne pas forcément correspondre. Donc comment est-ce qu'on qualifie, comment on permet à ces agriculteurs partout dans le monde de passer du conventionnel à quelque chose de moins utilisateur de produits phytosanitaires, tout en étant mieux rémunérés, en ayant cette part de valeur ajoutée qu'ont aujourd'hui les producteurs bio. C'est un vrai problème. Il faut simplifier pour vous la question de label, c'est avant tout une question de simplification ou une question d'accès au label, ou un peu les deux d'ailleurs? C'est les deux, c'est rendre le label lisible, se mettre d'accord, et puis pour les pays en développement, sûrement avoir un cahier des charges qui soit accessible pour eux financièrement. On travaille sur des questions de labellisation participative, et ça marche plutôt bien dans le Maghreb, où en fait des agriculteurs, des coopératives vont s'auto-regarder, s'auto-certifier. Ils ont un bien commun qui est l'accès au marché européen pour certains produits, je pense notamment à l'huile d'olive, et se dire finalement, est-ce qu'on peut y arriver? Donc il y a beaucoup de réflexions en cours, mais je crois qu'il y a un besoin de travail et des administrations européennes pour travailler là-dessus. Extrêmement intéressant, merci beaucoup. On a encore un petit peu de temps. J'ai une petite question pour rebondir sur une remarque que M. Hollande a fait lors de la préparation de ce débat. Une question un peu poil à gratter, mais qui est très intéressante, c'est qui évoque un peu la hiérarchisation des filières dans leur transition en fonction du besoin du consommateur, en fonction de son importance. Donc pour reprendre un petit peu l'analogie de la pyramide de Maslow, c'est très important de se nourrir, c'est peut-être plus important que faire d'autres choses, que d'acheter des produits industriels qui ne sont pas forcément obligatoires. Est-ce que du coup, évidemment la question est pour vous, depuis Bordeaux, est-ce que la question en fait, effectivement de la hiérarchisation est importante pour mettre plus de moyens sur la filière agricole, parce qu'avant tout il faut se nourrir avant de faire autre chose, qu'on doit être un petit peu plus entre guillemets compréhensif sur la capacité de cette filière à faire une transition agricole rapide, parce que c'est plus complexe et parce que c'est plus important. Voilà, je voulais partager un petit peu ce débat que nous avons eu dans la préparation avec nos auditeurs, et peut-être que voilà, vous pouvez porter ce sujet, puisque c'est le vôtre, Monsieur Hollande. Merci pour cette question et pour la retraduction tout à fait fidèle. Effectivement, vous l'avez parfaitement évoqué, tous les sujets autour de l'agriculture ou de l'alimentation sont des sujets à la fois passionnels et passionnés, faits avec des gens qui ont une vraie passion pour l'agriculture, et on a le sentiment que tous les citoyens ont un mot à dire ou un regard effectivement sur le champ du voisin et sur l'agriculture. C'est pas un sujet neutre, l'alimentation. On n'est pas en train de parler d'un sujet neutre, et ça déclenche les passions. Et il faut juste resituer peut-être 2-3 points qui sont importants. Effectivement, l'alimentation, c'est un besoin vital. L'alimentation va être encore plus vitale du fait de l'augmentation de la population. Il y a toutes ces questions ensuite en cascade qu'on a évoquées, sur l'écologie, sur l'économie, sur notre relation entre la société et puis l'agriculture également. Et donc, il faut faire aussi un petit peu attention à cet aspect-là, et au fait également qu'en termes d'agriculture, c'est aussi un domaine, une activité dans laquelle on peut avoir un cycle complet. Alors, on utilise des termes comme les coproduits, on a parlé un petit peu également de méthanisation tout à l'heure. Donc, en fait, on peut en agriculture avoir une valorisation de l'activité agricole qui permet finalement d'avoir un bilan global beaucoup moins négatif que ce qu'on peut voir en première intention. Donc ça, je crois que c'est un point qu'il faut avoir en tête. Et puis encore une fois, pour rebondir sur un propos tout à l'heure, je crois, de M. Callois, n'oublions pas que l'agriculture, ça prend du temps. Ça prend du temps pour faire pousser du blé, ça prend du temps pour élever, je ne sais pas, un animal qui peut être une vache ou du cochon, mais ça prend également du temps pour évoluer, pour faire cette transition. Un agriculteur, du jour au lendemain, il ne peut pas faire une croix sur son investissement ou sur ses bâtiments et se dire l'année prochaine, je vais tout changer, je vais changer mes pratiques culturelles, et donc je vais avoir une pratique à l'opposé de ce que je fais jusqu'à présent, parce qu'il est tenu lui-même
par ses engagements précédents et notamment, par exemple, par ses investissements. Donc, il faut accompagner cette transition et je crois qu'on a eu une intervention assez remarquée du ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, lors d'un travail en commission récemment. Il me semble que c'était à l'Assemblée ou au Sénat, évoquant justement cette notion de temps. Le temps agricole n'est pas le temps du commentaire médiatique et n'est pas le temps de l'émotion. Et ça, je crois qu'il faut l'avoir en tête. L'agriculture, ça prend du temps et donc il faut avoir un peu de patience et aussi être un peu compréhensif avec ces acteurs qui sont impliqués, je dirais, au quotidien dans la réalisation de produits agricoles et dans l'agriculture. Merci beaucoup. Je suis sûr que le message sera passé pour les profanes comme moi de ce domaine, pour bien comprendre effectivement que les choses sont très complexes, que le temps long est nécessaire pour permettre une agriculture effectivement responsable. Alors on a pas mal de questions de nos auditeurs. Je vais être obligé d'en sélectionner quelques-unes. Désolé pour les autres. Une question très intéressante, je trouve. Concrètement, comment on fait pour mieux rémunérer les agriculteurs? Quelles sont les pistes envisagées? Le raccourcissement des circuits de distribution est-il envisagé dans le cadre du plan de relance? C'est vrai que c'est une question assez obscure quand on ne connaît pas les différentes strates. Est-ce que, je ne sais pas, c'est l'entreprise de l'agroalimentaire qui va décider de lâcher un petit peu plus de points de marge, si je peux m'exprimer ainsi? Est-ce que tout est réglé par la puissance publique? Et donc, du coup, comment on fait ou non? Comment on fait quelque part pour mieux rémunérer et donc être plus attractif, bien évidemment, sur cette filière? Peut-être, Monsieur Callois, si vous voulez prendre. Ouais, je vais peut-être commencer parce que, bon, effectivement, c'est une question qui n'est pas nouvelle, hein, où on a cette compression. Alors, je citais Marx tout à l'heure, hein, mais c'est typiquement ça. C'est qu'effectivement, ceux qui sont les plus nombreux, les moins bien défendus, c'est eux qui doivent, jusqu'à ce qu'ils soient à la limite de la survie, qui récupèrent finalement tout, qui sont, dont le salaire est comprimé. Hein. C'est ce que disait Marx, ce que disait Ricardo aussi. Enfin, bon. Et donc, on a eu en 2017 un des premiers chantiers lancés par le président de la République, c'était les États généraux de l'alimentation qui visaient précisément à traiter cette question-là. Alors bon, on pourrait en parler pendant assez longtemps, donc je vais essayer d'être extrêmement bref, mais donc la loi qu'on appelle entre nous Egalim, hein, qui a été adoptée en 2018, met en place un certain nombre d'outils pour essayer de rééquilibrer un petit peu les choses. Donc on a des premières évaluations qui ont déjà été faites, hein, qui sont en cours. Évidemment, ça ne va pas changer en 1 ou 2 années. Par contre, on observe déjà un certain nombre d'effets sur certaines filières. Alors, typiquement, la filière lait, elle est assez emblématique parce qu'elle était déjà emblématique symboliquement. Elle était parmi les éléments déclencheurs de la loi Egalim. Il y a eu la crise du lait, notamment en 2016. Enfin bon, c'est une filière, vous savez, c'est un travail qui est très très dur, un travail d'éleveur laitier. C'est un symbolique en disant c'est un travail qui est très très dur. Les gens, ils se hyper tôt, ils se couchent tard, et puis c'est parmi les moins bien rémunérés. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont été faites. Et c'est vrai que si on regarde la filière lait, c'est assez emblématique de tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il y a des situations très hétérogènes entre les bio, les non-bio, ceux qui font du fromage AOP, ceux qui n'en font pas, etc. Ceux qui font de la poudre de lait, enfin bon, et les coopératifs, les non-coopératifs. Mais ça montre bien qu'il faut trouver une combinaison de solutions. Hein. C'est-à-dire que petit à petit, il y a des arrangements qui se mettent en place, qui sont plus ou moins massifs. Hein. Donc il y a certaines grandes entreprises, certains distributeurs qui se sont fortement engagés. On connaît tous la marque C'est qui le patron. Enfin, petit à petit, c'est des choses qui montrent le système se cherche, mais petit à petit, les choses un peu évoluent. Et moi, j'en viens un petit peu à ce que j'ai au début, c'est-à-dire que la puissance publique, elle a un rôle, effectivement, bon, elle prélève des impôts, elle les redistribue, donc ça, c'est ce qu'on fait dans la PAC. Elle fixe un certain nombre de règles du jeu, donc ça, c'est ce qu'on fait dans la loi Egalim, c'est-à-dire on a imposé le seuil de revente à perte, la limitation des promotions, etc., pour donner un petit peu un ballon d'oxygène, pour essayer de faire en sorte que les choses, après, remontent, la fameuse cascade. Hein. Mais il y a aussi l'effet confiance, c'est-à-dire que ça ne pourra pas se faire s'il n'y a pas un état d'esprit global où on raisonne durabilité dans ces 3 piliers et où on restaure la confiance. Et ça, c'est aussi le rôle de la puissance publique de donner du sens. Donc voilà, je pense que les choses évoluent. Il faut qu'on travaille encore un peu plus, mais les résultats dans certaines filières, dont le lait, montrent que c'est possible de trouver d'autres façons de faire travailler les différents maillons ensemble. Alors, à propos du temps long, la loi, du coup, était en 2018. Donc, si je comprends bien ce qui a été dit tout à l'heure, il faut laisser du temps au temps pour laisser les autres filières profiter de cette loi et suivre l'exemple. Il faut être volontariste, je ne dis pas qu'il faut attendre, mais petit à petit, il faut que les choses se mettent en place, mais je pense qu'il y a des signaux qui montrent que ça évolue. On est sur la bonne voie. Merci beaucoup. Une question du public sur la classification. On a parlé de la question des labels. Est-ce que c'est une possibilité de faire des labels plus représentatifs et par exemple une labellisation au niveau de l'OMC ou de la FAO, plus peut-être précisément sur le bon organisme onusien? Ou est-ce que c'est juste impossible parce qu'on a tellement de labels au niveau national, il y a tellement d'enjeux et peut-être d'intérêts, il y a aussi beaucoup de filières, qui fait qu'il n'y aurait pas une confiance assez importante dans l'organisme onusien pour lui déléguer cette labellisation un peu mondiale. Et la question est peut-être aussi valable au niveau européen, ce serait déjà peut-être un bon début.
Je me tourne vers vous, mais peut-être que vous pouvez aussi et vous aider sur la question du label. Oui, mais sous le contrôle de mon voisin, parce que c'est quand même aussi des choses qui sont largement traitées au ministère de l'Agriculture. Les labels, ils sont européens. C'est ce qu'on a dit, puisqu'on est sur un marché européen. Donc, les labels, ils sont européens. Notamment, il y a le cahier des charges du bio qui est européen, qui permet d'avoir ce que vous voyez, l'étiquette bio UE. Et puis, vous avez ce qu'on appelle aussi, après, différentes certifications de terroir, notamment les AOP, qui font l'objet de discussions à Bruxelles, chaque pays levant la main et disant « moi j'ai un AOP ». Souvent l'AOP, on pense que c'est simplement une zone, mais c'est aussi une façon de faire, des techniques culturales, et de facto ça permet aussi de rémunérer un peu mieux l'agriculteur, même si c'est pas forcément du bio. La façon dont on fait un type de fromage, ça donne, on voit tout de suite la valeur ajoutée que ça peut faire. Donc, c'est une information très importante. Vous précisez à nos auditeurs qu'on est vraiment sur quelque chose d'européen. Donc quand vous voyez du bio dans un Carrefour ou dans un Franprix ou dans un Leclerc du coin, c'est pas quelque chose qui est fait uniquement à notre niveau, mais c'est quelque chose qui doit être respecté par tous les agriculteurs, les producteurs ou autres au niveau européen. Exactement. Production, enfin je parle sous votre contrôle, mais production, consommation européenne. Là où ça se complique, c'est quand on a des produits d'importation, c'est-à-dire des produits agricoles qui n'ont pas été produits au sein de l'Union européenne, qui sont censés respecter un cahier des charges, mais on n'a absolument pas les mêmes outils de reconnaissance. Je vais vous donner un exemple. Le miel. Vous savez que c'est un objet de débat très fort. Donc, on a eu des directives au niveau européen où on a défini ce que c'était le miel. En 2000, on s'est bagarré avec les Britanniques. Le miel industriel, le miel artisanal. On a une définition maintenant très très précise de ce qu'on peut appeler le miel. Mais il y a du miel qui rentre dans l'Union européenne, qui n'est pas un miel européen. Alors, avec des capacités de contrôle à l'entrée du marché européen qui sont limitées. Vous n'allez pas ouvrir chaque pot de miel pour regarder est-ce que c'est bien du miel. Donc il faut qu'on fasse confiance aux pays qui nous l'envoient d'une certaine façon. Et là, on rentre dans des choses extrêmement compliquées parce qu'il faut faire confiance à des systèmes sanitaires qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres et à des définitions de produits de pays qui n'ont pas participé à cette négociation. Donc, si je reprends mon cas du miel, il y a la Chine qui est maintenant un gros exportateur avec des vrais problèmes. Ça n'engage que moi ce que je dis, phytosanitaire. En tout cas, ce n'est pas la même définition dans la plupart du cas de ce que nous appelons le miel. Et inversement, je dirais des pays sur lesquels nous on travaille CIRAD, notamment du miel africain, qui va être par contre avec des qualités, je dirais en termes d'intrants chimiques très, très proches d'un très bon miel européen, que ce soit en Afrique de l'Est, notamment en Éthiopie, que ce soit en Afrique de l'Ouest, peut-être un peu fort pour un consommateur européen, mais très bon, et qui n'a pas de certification et qui fait qu'il va avoir du mal à rentrer sur un marché européen, alors que, puisqu'on ne produit pas assez de miel pour notre consommation, c'est un miel qui est tout à fait bon et qui permettrait de bâtir une filière. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ce label qui lui permettrait au niveau européen d'être reconnu comme du bio ou du durable compatible avec des règles européennes. Donc on a un vrai enjeu, et l'auditeur a tout à fait raison, sur les questions de l'OMC. Et l'OMC fait sa mue, mais très très doucement. Les questions de durabilité à l'OMC sont souvent tombées sur les questions de concurrence. Oui. Et là, on est dans d'une compétition pour le nouveau directeur de l'OMC. Et c'est vrai que malheureusement, dans cette campagne pour le poste de l'OMC, les sujets agricoles n'ont pas été très présents. Et ça sera sûrement un terrain de bataille qu'il va falloir investir et sur lequel il va falloir être patient. C'est du temps long. C'est des sujets qui doivent être incarnés. Et ce que vous dites, c'est que tous les candidats au poste suprême, entre guillemets, ne sont pas forcément ceux qui mettent en avant ces questions agricoles. Exactement. Bon, malheureusement. Obligé de vous poser une question aussi de nos auditeurs sur l'aspect traité de libre-échange. Peut-être la question pour Monsieur Breuil au quotidien avec vos partenaires, les partenaires du groupe UP, en dehors de ce qui va être décidé au niveau national, au niveau européen, les accords du CETA, libre-échange du CETA avec le Mercosur. Comment une entreprise peut elle-même en fait, gérer ces nouveaux accords? Est-ce qu'elle en profite? Est-ce qu'elle met peut-être elle aussi de la régulation dans le choix des partenaires, dans le choix effectivement de ceux qui peuvent profiter, par exemple effectivement de vos offres? Comment vous voyez les choses à ce niveau-là et comment vous voyez aussi effectivement peut-être la politique de la France et de l'Europe dans l'ouverture ou non de ces accords de libre-échange? Alors, je dirais que ma réponse, elle est double.
par rapport notamment aux enjeux qui ont été posés tout à l'heure sur la question du contexte européen. Avec une particularité, c'est que bien évidemment, le groupe UP est présent dans une quinzaine de pays européens, dans une vingtaine de pays dans le monde, notamment en Amérique du Sud et en Amérique centrale avec le Mexique, où nous avons des filiales très, très importantes et qui ont des clients par centaines de milliers. Donc, on a effectivement des millions de personnes aujourd'hui dans le monde qui déjeunent par l'intermédiaire de nos solutions, enfin qui déjeunent ou qui peuvent accéder à des produits de consommation alimentaire. Mais cela dit, ces marchés, en tout cas les entreprises, nos filiales dans les pays dans lesquels nous sommes présents, sont des marchés très nationaux. C'est-à-dire qu'on peut pas on peut pas aller déjeuner dans un restaurant, mais quand bien même on travaille à la frontière espagnole et utiliser nos titres de paiement au-delà, par exemple, de la frontière. Et donc, tout ce qui est fait en matière de transition alimentaire, transition agricole, dans les pays dans lesquels nous sommes implantés, relève des marchés nationaux et donc des règles des pays dans lesquels nous intervenons. Bien évidemment, l'ensemble des partenariats que nous menons sont des partenariats locaux. C'est-à-dire que la réflexion que nous avons, elle est, je reprends un terme qui est souvent utilisé, elle est multilocale et ce n'est pas une réflexion internationale. Donc, j'ai envie de dire, les accords de libre-échange aujourd'hui ne nous impactent pas, en tout cas, n'impactent pas notre activité en tant que telle. Et donc, je réponds à la question précédente sur l'Europe. Donc, je suis également optimiste sur l'évolution de ces questions-là au niveau européen, puisque nos filiales dans les pays européens, aujourd'hui, travaillent comme nous le faisons pour la France, de plus en plus avec des acteurs qui sont des acteurs de cette transition écologique, et y compris dans des pays pour lesquels on ne pense pas naturellement à ces questions-là. Je pense à la Roumanie, à la Slovaquie, à la République tchèque, où ces évolutions et cette appétence des consommateurs pour des produits agricoles qui sont davantage tournés vers le bio ou l'agriculture raisonnable, aujourd'hui apparaît de façon manifeste. Et c'est aussi une des leçons de l'épisode que nous venons de connaître avec la Covid, où j'ai l'impression qu'il y a une forme d'accélération de la demande vers ces modes de consommation et vers un autre point que nous n'avons pas, enfin que nous avons évoqué, mais peut-être de façon moins approfondie aujourd'hui, qui est que sont les circuits courts. C'est-à-dire comment, en fait, aujourd'hui utiliser nos moyens et nos modes de paiement pour favoriser la réduction des circuits et être au plus près du producteur et donc que le consommateur final, finalement, se rapproche du producteur. Et ça, c'est, je pense, un des enjeux importants auxquels nous sommes confrontés. Vous réfléchissez à des exemples, effectivement, du coup, sur ces sujets, je ne sais pas, une monnaie locale ou autre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ou est-ce que c'est encore des sujets assez internes, peut-être, de réflexion justement sur ces circuits courts et ces nouvelles méthodes, en fait? Je crois que Xavier Alain souhaitait intervenir. Ah, peut-être. On ne vous voit pas d'ici, Monsieur Hollande, désolé. N'hésitez pas à compléter. Ouais. Non, mais vraiment pour insister sur ce point très brièvement, je crois que on a inventé en fait avec le renouveau des circuits courts et ce confinement qui nous a amené à nous tourner vers le local, on a réinventé le commerce équitable de proximité. Sincèrement, jusqu'à présent, le commerce équitable, c'était quoi? C'était acheter son café ou sa plaquette de chocolat qui venait de l'autre bout de la planète et c'était déjà très bien et ça bénéficiait à beaucoup d'acteurs. Là, on a retrouvé un commerce équitable de proximité et je crois effectivement, juste pour conclure brièvement, que les solutions sont à la fois globales et multilocales, mais sans doute une multiplicité de solutions très locales et que derrière un ensemble d'effets positifs vont naître, c'est-à-dire réduction du CO2, moins d'intermédiaires, donc plus de valeur pour l'agriculteur et donc un cercle plutôt vertueux qui peut se mettre en place. Et je pense que là, on a aussi effectivement une petite mutation qui est à l'œuvre, mais du point de vue du consommateur final. Et encore une fois, M. Breuil avait la bonne formule, c'est de la fourchette à la fourche. Et c'est parce qu'il y a cette pression-là qu'effectivement, on a des success stories, type C'est qui le patron, qui remettent de la valeur, mais également du sens dans nos actes d'achat et de consommation. Très clair. On n'achète pas uniquement un produit parce qu'il est moins cher ou autre, mais effectivement, il y a une histoire derrière. Et par notre achat, c'est un acte citoyen finalement. Peut-être, M. Breuil, pour revenir sur la question d'avant, si vous avez quelques exemples, sinon c'est pas grave, mais sur effectivement les nouvelles méthodes pour accompagner le local. Du coup, j'ai été pris par et très content d'avoir donné la possibilité à M. Hollande de réagir parce que je souscris totalement à ce qu'il vient de dire. Par contre, du coup, j'ai perdu la question. Oui, pas de souci, pardon. Vous évoquez effectivement que vous développiez
des nouvelles méthodes de paiement ou autres pour favoriser éventuellement le local. Je voulais savoir si vous aviez quelques premiers exemples, par exemple, voilà, une monnaie locale, peut-être de la blockchain ou autre, ou est-ce que c'est des choses encore internes et dans ce cas, On a aujourd'hui, par exemple, des collectivités locales. Pardon, oui. Non, allez-y, je vous en prie. Oui, oui, je vais vous donner quelques exemples très concrets. Aujourd'hui, Génial. nos clients, ce sont qui? Ce sont les entreprises, en tout cas des employeurs. Ça peut être des entreprises classiques ou par exemple des collectivités locales pour leurs agents qui développent des solutions de titres repas pour ces derniers. Mais le groupe Up développe tout un tas d'autres titres de services, hein. Je pense à des titres culture, des chèques clear. Et aujourd'hui, on a une demande qui n'existait pour ainsi dire quasiment pas avant la crise Covid et qui vraiment est en train d'émerger pleinement aujourd'hui, qui est de la part de certaines collectivités locales. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a des accords qui donnent la possibilité de monétiser les comptes épargne-temps des salariés, notamment dans la fonction publique territoriale. Il y a des agglomérations ou des grosses villes pour des agents qui ont fait beaucoup d'heures supplémentaires et qui ont donc des comptes épargne-temps en volume très important. Et ces accords prévoient la possibilité de les monétiser, tout simplement, de les transformer en argent. Et en fait, ces mêmes collectivités locales aujourd'hui nous demandent la possibilité de développer pour ces agents donc la possibilité de mettre en place des moyens de paiement à la seule condition, évidemment, c'est que ces moyens de paiement puissent être utilisés dans des réseaux de distribution qui, eux, portent sur des critères qui sont des critères de durabilité, de développement local. Donc, aller choisir des épiceries de proximité qui travaillent avec des agriculteurs. L'intérêt pour la collectivité, c'est évidemment que cet argent, et on en rejoint à la question que vous évoquiez tout à l'heure sur la question des monnaies locales, soit utilisé dans un contexte local et bénéficie concrètement, soit réinjecté auprès d'acteurs économiques, et donc parmi ceux-ci des agriculteurs ou des producteurs ou des intermédiaires de proximité. Et donc on favorise un circuit économique qui soit durable, qui soit viable, et surtout qui incite et qui donne la possibilité aux consommateurs de trouver une offre qui corresponde à ces demandes de la part des collectivités locales. Donc on arrive vraiment à lier les deux, à la fois la dimension économique et on solvabilise tout simplement la demande. On voit à quel point le service, la manière dont se passent les transactions peuvent avoir un enjeu majeur sur aussi la transition et les nouveaux actes de consommation. Donc c'est très intéressant qu'il y ait ce mouvement global. Peut-être je vois l'heure qui file, on a encore 4 petites minutes. Une petite question du public intéressante sur la mutualisation des ressources à travers le principe de la coopérative. Est-ce que ça peut être une solution, par exemple pour des agriculteurs qui effectivement doivent prendre un risque, on a évoqué le sujet tout à l'heure, qui le prennent ensemble au sein d'une coopérative pour mutualiser les ressources et les risques? Je me permets de compléter la question. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Est-ce que c'est une bonne solution selon vous pour effectivement baisser ce niveau de risque? Peut-être vous pouvez prendre cette question le cas échéant et puis après on conclura. Au sud, je dirais, quand on travaille dans les pays du sud, notamment en Afrique, mais aussi en Asie, oui, c'est ce qui est fait et c'est ce que nous, on incite très fortement les agriculteurs à faire quand on intervient dans des projets de recherche parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure nécessaire pour se protéger. Et on l'a vu, la transition, c'est du risque. Mais c'est aussi le cas dans les territoires européens, d'outre-mer. Et notamment, il y a un réseau coopératif extrêmement fort à La Réunion qui marche très bien sur des filières comme la canne à sucre, sur pas mal de filières locales. C'est également le cas sur la banane dans les Antilles. Et oui, je crois que c'est l'avenir. Il faut les aider aussi, c'est-à-dire que se structurer, se mettre ensemble pour mutualiser les expériences, les risques. Nous, on a un réseau qui s'appelle les RITA, où on fait de la coopération et de l'échange de techniques vraiment agricoles. Il faut aussi, je crois, que les pouvoirs publics soient vraiment, qu'ils sentent que ces coopératives sentent que les pouvoirs publics les soutiennent et sont derrière eux. D'accord. On va peut-être effectivement conclure désormais puisqu'on arrive à la fin de notre débat. Merci beaucoup pour cet échange. Je retiens vraiment le fait que la transition écologique est un processus du temps long, que énormément d'acteurs, que ce soit industriels, les agriculteurs, les instances internationales, la filière agroalimentaire, les entreprises de services,
qui accompagnent effectivement cette transition sont tous déjà dedans d'une certaine manière. Il y a une sensibilisation très forte, notamment grâce au consommateur qui, par son acte d'achat, est un citoyen. J'en retiens du coup effectivement une lueur, et plus qu'une lueur, une flamme d'espoir pour cette transition écologique, mais laissons le temps au temps, laissons les lois s'appliquer, laissons les acteurs effectivement se former, investir durablement pour faire en sorte que ceci devienne le mode majoritaire peut-être de l'écologie agricole demain. Merci beaucoup et on se retrouve plus tard pour la seconde table ronde de la journée. Merci à tous nos intervenants et à messieurs effectivement en duplex depuis là où vous travaillez. Merci beaucoup, bonne journée.